Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Bagne et colonisation, double peine pour la Nouvelle-Calédonie. Mais si tout cela n'était en réalité qu'une question de bonnes intentions, pourquoi installer un bagne à l'autre bout du monde? Pour désengorger les prisons en Europe, pour permettre l'expiation par le travail agricole au plus près de la nature. Et pourquoi la Nouvelle-Calédonie? Peut-être parce que ces îles sont plus hospitalières que la terrible Guyane et son bagne à Cayenne. La colonisation est pavée de bonnes intentions. Aujourd'hui, 24 septembre 1853, à 3 heures de l'après-midi, en vertu des ordres de mon gouvernement, je prends officiellement possession, au nom de l'empereur et pour la France, de l'île de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances, sur laquelle je fais arborer le pavillon national. Et je déclare à tous qu'à partir de ce jour, cette terre est française et propriété nationale. C'est en ces termes que l'amiral Février des Pointes, entouré de son état-major général, s'adressa à 150 Kanaks nouvellement évangélisés que le père Forestier avait réunis dans l'enceinte de la mission mariste. Dans sa simplicité, cette cérémonie marquait une date capitale pour le destin de l'île. Date que la France métropolitaine et les Calédoniens célèbrent aujourd'hui d'un même cœur. Le centenaire de la présence française en Nouvelle-Calédonie en 1953. Donc, bonjour Isabelle Merle. Bonjour. Directrice de recherche au CNRS. Avant de réfléchir à cette société coloniale, on peut quand même rappeler une micro-chronologie, c'est-à-dire que les premiers Européens à arriver dans ces îles, c'est 1774 avec James Cook. C'est cette séquence des premiers contacts, comme on dit en histoire, qui ne sont que des passages en fait, avec quand même, d'abord ces explorations scientifiques qui passent, James Cook reste une semaine, mais qui sont suivies des centaliers qu'on peut inclure là-dedans, à savoir les centaliers montent d'un cran dans le nœud du rapport, en ce sens qu'ils nouent des relations commerciales, ils ne s'installent pas vraiment de façon pérenne, mais ils nouent des relations serrées avec les insulaires pour pouvoir extraire le santal et le ramener sur Sydney. Le bois de santal, drôlement prisé. Voilà, qui était prisé et qui a commencé à être exploité par l'est du Pacifique et jusqu'à l'ouest du Pacifique sous forme de roche, si vous voulez, en une quarantaine d'années. Oui, parce que nous l'entendons bien, 1774, James Cook passe, il ne s'arrête pas en Nouvelle-Calédonie, il y a ce premier contact. 1853, c'est le début de la colonisation française. Il y a moins d'un siècle, mais entre les deux, il se passe plein de choses. C'est-à-dire que des contacts s'instaurent avec ces santaliers, ceux qui s'intéressent au bois de santal. Mais à ce moment-là, en Nouvelle-Calédonie, j'utilise ce terme anachronique, il n'y a pas d'État pour échanger, il n'y a pas de colonisation encore, c'est-à-dire qu'il y a un contact direct avec les populations locales, avec les Kanaks. Les Kanaks se débrouillent très bien pour échanger avec ces vendeurs de Alors, ils santal. sont pas les seuls, c'est vrai pour les Maoris, c'est vrai pour les Vanuatais, c'est vrai pour tous les gens du Pacifique, qui sont entrés en relation d'abord avec les santaliers, parce que souvent c'est concomitant, il y a des fois où c'est concomitant, mais ils sont entrés en relation avec les santaliers, puis ils vont arriver les missionnaires. Les missionnaires, eux, ils ont un but d'implantation, donc c'est là que le tissage se noue encore plus, puisque ils veulent rester évangélisés. Mais effectivement, les gens du Pacifique sont d'abord habitués à voir arriver des gens d'ailleurs, ou au moins des Océaniens, Donc là, c'est des gens étonnants, ça c'est vrai, parce que là, il y a une altérité très forte avec les Européens, mais finalement, il y a des deals avec les chefferies qui sont mis en place, et certains deals très positifs, puisqu'Ayengen Boirat sera anglophile, sera très pro-santalier, en fait, et saura très bien. Et quand même, je rappelle que du côté maori, ils sont montés sur les bateaux, du côté des îles Loyauté aussi, on n'est pas du tout dans des mondes fermés, vous savez qu'il faudrait décrire comme complètement incapable de prendre contact avec l'Europe. C'est pas du tout ça. Vous renversez ce regard. Oui, c'est très important de le souligner dès maintenant pour détruire cet argument. Les colonisateurs l'ont utilisé beaucoup, de dire des territoires incapables de commercer, d'échanger, et qu'il va falloir civiliser, avec malgré tout toute une réflexion. Je voudrais vous faire écouter Jean Mariotti, un écrivain, un grand nom de
la littérature en Nouvelle-Calédonie, qui s'exprimait en 1952 à propos des Kanaks de Nouvelle-Calédonie. C'est une chose d'ailleurs extrêmement importante. Il faut se remettre, se reporter, voir les choses telles qu'elles se sont passées dans le temps. Si on s'imagine les bateaux à voile de l'époque de Cook, n'est-ce pas, 1774, les marins, leur uniforme, leur sabre, leur façon de se présenter, qui nous étonnerait nous-mêmes si on les voyait. Oui, maintenant certainement. Maintenant, ils nous étonneraient. Et en face d'eux, des hommes nus. Donc, le contact était extrêmement hasardeux, difficile. Nous avons déjà parlé au cours des précédentes émissions de la différence qu'il peut y avoir entre une île qui a de tout temps été, enfin à peu près de tout temps, et à peu près isolée comme la Nouvelle-Calédonie, et les populations d'Afrique et celles d'autres points de l'Océanie où il y avait de grands navigateurs. C'est ça, qui était en contact presque permanent avec les hommes de la mer. Avec les hommes de la mer et les hommes d'ailleurs, qui avaient l'habitude de se défendre contre quelque chose ou de voir arriver quelque chose qui était étranger à leur manière, à leur façon de vivre, de voir et de sentir. En Nouvelle-Calédonie, petite île, isolée, gens vivant sur eux-mêmes, refermés à un tel point que dans une île si petite, trois fois et demi la superficie de la Corse, il y a 20 dialectes. 20 dialectes en Nouvelle-Calédonie. Jean Mariotti, en 1952, Isabelle Merle a nuancé, bien sûr. C'est une vision qu'il faut même renverser, je le précise, puisque les gens en Nouvelle-Calédonie n'étaient pas refermés du tout. C'était des sociétés, en équilibre d'alliance et de compétition, avec des contacts avec les îles proches, avec des influences qui venaient des retours des Polynésiens, par exemple, sur les loyautés. Donc, au contraire, c'est des gens qui étaient enracinés, peut-être plus qu'effectivement les Polynésiens qui avaient un rapport à la mer plus soutenu. Là, on était dans une horticulture. C'est des horticulteurs, je précise le terme. Mais c'est aussi des sociétés mobiles. On bouge, on fait la guerre, on fait des alliances. Et il y avait 32 langues. Donc, on va pas parler de dialecte d'une part. D'autre part, il y en avait 32 à l'origine. Et il y en a encore 28, mais Louis me corrigera si je me trompe, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur la transmission des langues. Car avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Louis Lagarde, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, maître de conférence à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Une réaction à ce que nous venons d'entendre sur cette histoire dynamique bien avant la colonisation et ces sociétés multiples en échange constant. Oui, c'est vrai que les propos de Jean Mariotti sont des propos extrêmement datés. Penser les sociétés d'Océanie comme des sociétés fixes, un petit peu vivant dans une espèce d'indolence qui ne se transforme jamais. C'est un espèce de cliché vraiment très daté qu'il faut renverser complètement, comme disait Isabelle tout à l'heure. La réalité, elle est beaucoup plus complexe. La réalité, elle est celle de sociétés qui connaissent parfaitement la navigation en haute mer, donc qui maîtrisent la pirogue double, qui sont en échange avec des sociétés du Vanuatu, des sociétés de Polynésie occidentale, de Tonga, de Samoa, de Wallis et Futuna, de Fidji, qui échangent perpétuellement des denrées, probablement des objets archéologiquement qu'on retrouve, mais des denrées périssables qu'on ne retrouve pas, probablement aussi des hommes ou des femmes éventuellement qui sont dans ces voyages et ces échanges. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, c'est ce que disait aussi Isabelle tout à l'heure, au moment des contacts avec le Santal. Vous avez la vie sur les navires baleiniers ou santaliers est extrêmement difficile. Vous avez des Européens qui désertent ces navires, qui s'enfuient dans les îles. Quand les Européens arrivent dans d'autres îles, ils récupèrent des jeunes marins, des jeunes volontaires océaniens qui vont devenir membres d'équipage sur ces bateaux-là. C'est une nouvelle façon finalement pour les Océaniens de voyager, de découvrir le Pacifique, qu'ils ont l'habitude de parcourir à travers des cartes mentales qui sont celles qu'ils utilisent pour les pirogues, et puis là, les utiliser sur des grands bateaux à voile avec des cartes qui sont celles des cartes géographiques occidentales. Mais cette mobilité, elle est présente avant le contact et elle ne s'arrête pas avec lui. Oui, parce que c'est bien ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de montrer combien la Nouvelle-Calédonie, ces îles, ces archipels ne sont pas fermés, sans cesse reliés avec ce qui se passe
tout autour et parfois de manière très loin. Et la question qui se pose, c'est quel intérêt d'aller là-bas de la part des Européens? Isabelle Merle, vous nous l'avez dit. Bon, la découverte, hein, c'est une première chose. Le bois de Santal, bien sûr. Quelle est l'idée pour ces Européens d'avoir leur domination sur ces îles? Qu'est-ce qui les intéresse? Alors, quand vous voulez dire les Européens, parce que c'est eux-mêmes, faudrait complexifier d'ailleurs. Complexifions, les Britanniques. J'aimerais préciser d'ailleurs que le récit de Jean Mariotti, faut le retenir parce qu'il interroge l'Europe bien plus que les sociétés océaniennes. Et c'est une question aujourd'hui importante à penser de déconstruire l'Europe. Alors, les Européens là-bas, le bois de Santal, ça part beaucoup de Sydney. Sydney, c'est un monde britannique, essentiellement, mais cosmopolite, parce que vous avez des Européens qui transitent par San Francisco, qui arrivent à Sydney. Donc c'est un peu un hub du Pacifique qui va s'étendre vers la Nouvelle-Zélande, qui va traiter avec les îles avoisinantes, et donc les Santaliers prennent des corvettes. Enfin, c'est des négociants. Hein. Ils montent sur des petits bateaux et puis ils vont traverser et chercher cette denrée dans toutes les îles du Pacifique. Et ils arrivent en Nouvelle-Calédonie, voilà. Donc c'est un monde de négociants, navigants qui traitent directement et qui deal avec les insulaires. J'emploie le mot insulaire parce que c'est généralisé sur l'ensemble du Pacifique Est et Ouest, en tous les cas jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Et ils dealent en fonction d'échanges. Donc ils vont échanger des armes, des haches, du fer, ce qui intéresse effectivement les gens des îles qui ne connaissent pas ces denrées et qui vont vite comprendre l'intérêt d'une hache en fer, des armes. Je précise, et c'est très important, c'est que c'est un moment aussi où les épidémies se répandent avec ça. Alors, vous avez dû entendre Christophe Sand hier qui a l'hypothèse que ça s'est répandu dès l'arrivée de Cook. Évidemment, les traces directement écrites qu'on a des comptes rendus santaliers et des premiers Nata océaniens qui viennent évangéliser pour la London Missionary Society qui s'est installée à Tahiti en 1797 et s'est répandue en Polynésie et qui gagne l'ouest du Pacifique, on a des maladies qui se répandent très violemment dans ces années 1840, où sont de façon concomitante en Nouvelle-Calédonie à la fois ces santaliers qui arrivent avec des biens, mais avec leurs microbes aussi, et les premiers missionnaires de la London Missionary Society, suivi de très près par les maristes qui arrivent en 1843, qui s'installent sur la côte est au nord à Balade et Pueblo. Louis Lagarde. Oui, une des preuves d'ailleurs de cet intérêt des Océaniens pour les matières que les santaliers apportent, c'est leur place encore aujourd'hui finalement dans le geste coutumier traditionnel. Lorsqu'on fait la coutume en Nouvelle-Calédonie, on utilise moins finalement le tapa et les nattes anciennes qu'on utilise volontiers le tissu. Le tissu, c'est quelque chose qui est chargé à bord des bateaux. On utilise du tabac. Des allumettes. Alors ça peut paraître désuet aujourd'hui, des allumettes, mais je ne sais pas si vous imaginez ce que pour un insulaire du Pacifique, les allumettes représentent au XIXe siècle. Jusqu'à très longtemps, on a utilisé, jusqu'au milieu du XXe siècle au moins, on a utilisé le sucre également dans les coutumes. Alors aujourd'hui, bien sûr, le prix du sucre étant relativement insignifiant, on ne le met plus dans les gestes coutumiers. Mais c'est vous montrer à quel point, non seulement les armes, effectivement, le métal, le verre, ont pu être valorisés, mais aussi donc les pipes, le tabac, le tissu, le sucre, le thé et l'ensemble de ces denrées. Avec donc cet intérêt de la part, si on reprend les Britanniques, d'une forme de découverte bien sûr, le bois de Santal, ça aussi, l'évangélisation, vous nous l'avez dit, autre intérêt, les colonies pénales. J'ai écouté votre témoignage, capitaine Gilbert, ainsi que les témoignages du révérend Taine et des deux personnes contre lesquelles pèsent vos charges. Certes, leur culpabilité ne fait aucun doute, monsieur le gouverneur. Non, c'est aussi mon avis. Ils doivent être pendus. Deux raisons principales motivent la déportation, capitaine Gilbert. L'une est de permettre aux gens de s'amender, et l'autre de peupler un nouveau monde. Cela ne peut se faire avec des morts. L'arrivée de nouveaux colons à Botany Bay est toujours la bienvenue et fait partie de notre programme. Cependant, je ne puis vous accepter comme tel tant que la justice n'a pas statué sur votre cas. Mais quand s'ouvrira votre procès,
Les magistrats ne manqueront pas de tenir compte de toutes les circonstances atténuantes. En attendant, mettez cet homme aux travaux forcés. Les Bagnards de Botany Bay, le film de Jean de Faro en 1952. Ici, nous sommes en Australie avec Botany Bay. En 1787, l'idée de déporter des prisonniers, c'est une idée déjà présente à la fin du XVIIIe siècle, Isabelle Merle. Oui, c'est une idée que les Britanniques ont pratiquée. Alors d'abord, ils envoyaient les prisonniers en Virginie ou aux États-Unis dans leurs 13 colonies américaines. C'était leur colonie américaine. Surtout au sud, ils les envoyaient ils étaient loués, si vous voulez. Enfin, le planteur payait pour avoir des prisonniers à temps qui étaient voilà. Ensuite, quand les 13 colonies américaines ont obtenu leur indépendance, la couronne britannique est allée chercher ailleurs à cette idée de transportation, comme on dit, transportation, qui était vraiment une idée d'exil que les Britanniques avaient fort au cœur, je dirais, quand les révolutionnaires français regardaient ça avec un peu de suspicion, parce que les révolutionnaires français, au même moment, estimaient que ce qui pouvait régénérer l'individu, c'était la prison, et on connaît le panopticon, la prison idéale de Foucault, c'est-à-dire tout le monde vous voit, on vous surveille, surtout vous êtes en cellule, ce qui était une nouveauté aussi pour le XVIIIe siècle, parce qu'auparavant, c'était un lieu de passage, la prison, vers la peine et le châtiment, les galères, etc. Donc on avait deux options, là, l'exil ou l'enfermement. Et la France révolutionnaire militait pour l'enfermement, considérant que les Britanniques jetaient sur des rivages perdus, femmes, enfants et vieillards, d'ailleurs c'était le cas, sans aucune intelligence de la peine, si vous voulez. C'était vraiment, on s'en débarrassait. Effectivement, Botany Bay, et c'est surtout Port Jackson, parce que Botany Bay, c'est là où le Joseph Banks appelle cette baie pleine de fleurs, mais c'est pas là parce que finalement, James Cook est considéré comme un mauvais observateur, puisqu'il n'a pas du tout compris ce qu'était Botany Bay, mais c'est de la tourbe, ça n'allait pas du tout. Donc quand Phillips, le gouverneur et commandant, arrive, il dit, il faut se déplacer, et il atteint Port Jackson, futur Sydney. Et c'est là qu'il va planter cet incroyable modèle politique de monter ex nihilo, ce qu'on n'a jamais fait, ça par contre, sur un terrain qu'on ne connaît pas, un continent qu'on ne connaît pas, on a à peu près les contours, et encore, et on plante une société de condamnés, donc de pauvres gens, hommes, femmes, et le plus petit a 9 ans et la plus vieille a 80 ans, enfin c'est vraiment... Et on les met là, en face d'aborigènes qui sont pas très contents, et on plante un camp qui est ouvert, parce qu'on va pas faire un pénitencier, et on va monter une société ex nihilo comme ça avec ces gens-là et des privates, c'est-à-dire un corps maritime qui accompagnait sur les bateaux la Navy pour les colonies et dont j'ai publié ce beau récit de Watkin Tench qui fait partie de ce corps-là qui est middle class dans l'armée, on va dire, et qui part et qui témoigne de cette implantation, premier contact avec les aborigènes et les convicts, sachant que Watkin Tench étant un homme des Lumières, un peu éduqué, il ne s'intéresse qu'aux aborigènes et pas du tout à ces Irlandais qu'il considère comme moins que rien et inintéressants sur le plan ethnographique. Dans le cas français, on a ce premier bagne de Guyane française sous la Révolution en 1795. Mais comment en arrive-t-on à réfléchir dans les années 1850 à installer un bagne en Nouvelle-Calédonie ? Alors, si vous voulez, il faut s'inscrire dans cette longue conversation entre les tenants de la prison, donc qui remonte à la Révolution. On soignera nos gens chez nous dans des prisons, et les tenants de la transportation. Et il faut savoir que dans les 50 premières années du siècle, il y a une montée de la criminalité avec la montée de l'industrialisation. Il y a aussi une montée de la visibilité de la criminalité, de cette conscience de la criminalité, et qui éclate aussi avec le scandale de
Clairvaux en 1848, c'est-à-dire les prisons sont obsolètes, sont mortifères, etc. Et donc il y a l'idée au Parlement de débattre de la transportation française soutenue par la marine qui veut faire tourner ses bateaux, les missionnaires qui sont peut-être intéressés, mais c'est surtout la marine qui est intéressée par créer des stations où elle fera tourner et reprendra sa place mondiale. Avec ces bagnards qui arrivent à partir de 1853, l'installation de la France en Nouvelle-Calédonie, 1853, la France est là et le bagne, lui... 1863, le temps que la Guyane s'avère mortifère. Parce que trop mortifère pour le projet de la loi 1854, qui est un projet utopiste d'une certaine manière, qui est un bagne peuplant, et on promettra aux bagnards des terres et un exil définitif contre un enracinement terrien. Mais en Guyane, ça ne marche pas. Mais au moment de la colonisation 1853, il y a l'idée déjà d'implanter un bagne ? Non, il y a la quête d'une colonie pénale. C'est-à-dire la marine tourne dans le Pacifique et par exemple traîne sur les côtes australiennes à grande agitation des Britanniques en Australie, tourne en Nouvelle-Zélande avec cette idée, en quête d'un lieu. La chanson du condamné à mort. Minuit vient de sonner, alors l'horloge voisine. J'attends l'heure sans trembler et l'heure de mon trépas. C'est peut-être demain que l'on me guillotine. Chant de Bagnard sur France Culture dans le cours de l'histoire. Louis Lagarde. L'implantation française en Nouvelle-Calédonie, ce sont ces années 1850-1860. Le bagne, c'est immense, hein, la Nouvelle-Calédonie, île, archipel. Où installe-t-on un bagne ? Alors on va choisir d'abord le site d'un pénitencier principal, d'un pénitencier dépôt. Et donc on choisit d'exiler des gens sur une île, et quoi de mieux qu'une île en face d'une île ? Donc on va choisir en fait une grande île qui fait 470 hectares, qui s'appelle l'île Nou, qui se situe en face de ce qui est à l'époque Port-de-France, qui deviendra Nouméa en 1866. Et c'est là donc sur l'île Nou que vont être construits les plus grands ensembles, donc le pénitencier dépôt, l'hôpital du Bagne, le camp Est, la ferme Nord, le four à chaud, tout un tas d'infrastructures. Ça va permettre, bien sûr, au travail forcé et donc aux corvées de se mettre en place juste en face, c'est-à-dire dans la ville de Nouméa, pour justement créer la ville. Les condamnés c'est une part de l'œuvre du bagne que les remblais et le percement des artères de la ville, etc. Il y a des camps itinérants en ville, le pénitencier de Montravel, la presqu'île du Caux, c'est un autre territoire de la pénitentiaire, et puis il y aura donc ensuite des pénitenciers de l'intérieur, qui sont donc des centres où les condamnés éprouvés vont avoir accès à des conditions qui sont pour certaines un petit peu meilleures, et je mets sous silence pour le moment les camps disciplinaires, comme Prony ou le camp Brun, mais les autres camps sont plutôt des camps d'intégration où on va progressivement apprendre le métier de paysan dans une perspective de mise en concession et de libération progressive, avec la possibilité aussi de faire venir les familles pour ceux qui en ont ou qui en ont encore, etc. Et là, c'est donc l'histoire de cet enracinement en question. Mais je voulais quand même revenir sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Dans le projet d'implantation d'un bagne en Nouvelle-Calédonie, il y a la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie, elle s'explique aussi pour deux raisons. Il y a un objectif qui est un objectif géostratégique dans un Pacifique sud-ouest qui est dominé par la Grande-Bretagne, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, dont la prise de possession remonte à 1840, la montée d'influence considérable dans la région de Fidji par les Britanniques, et donc c'est une épine dans le pied d'une domination exclusivement britannique du Pacifique sud-ouest. Et il y a surtout la présence de missionnaires français. Pendant très longtemps, sur la cathédrale de Nouméa, vous aviez une plaque avec écrit « Monseigneur Douard a donné ce pays à Dieu et à la France ». C'est aussi les problèmes que les missionnaires français catholiques rencontrent en Nouvelle-Calédonie qui précipitent, pour une certaine part au moins, la prise de possession française de 1853.
Oui, parce que c'est ça, hein. Il y a évidemment un argument porté par le pouvoir en place, en l'occurrence c'est celui de Napoléon III, le Second Empire, qui, et on l'entend bien, Isabelle Merle, hein, s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste. Les Britanniques ont déjà pratiqué cette politique-là un peu auparavant. Ils sont en concurrence. L'idée de dominer l'ensemble du territoire de la part des Français est une évidence tout de suite, où c'est vraiment juste installer des colonies pénitentiaires et puis ne pas chercher tellement plus loin. Non, Louis a raison. Il y a des collusions d'intérêts entre la marine française et les missionnaires. Je dirais que c'est très étroit, hein, et que Louis-Philippe a déjà se sert aussi, appuie ces missionnaires qui sont transportés par la marine française. C'est pas du tout le cas des Britanniques, hein. Les évangélistes britanniques sont des dissenters, qui sont des entrepreneurs, hein, du réveil, de l'opération du réveil protestant, pas forcément en grand accord avec leur couronne qui est anglicane et qui les trouve un peu pénibles en fait, hein. Et eux-mêmes se sont longtemps ne pouvaient pas participer, vous savez, étaient ostracisés quoi en tant que dissenters. Donc c'est pas du tout. Il y a une entreprise privée d'un point de vue britannique, ce qui est paradoxal puisque la Grande-Bretagne est très liée à une religion chrétienne, et la France laïque, révolutionnaire, enfin post-révolutionnaire, elle en fait soutient fortement sa marine et ses missionnaires, et évidemment ça avance ensemble pour s'approprier la Nouvelle-Calédonie qui, il faut le dire, et Louis a raison, en fait il y a déjà une tentative de prise de possession. Disons que l'État demande à Monseigneur Noir de planter le drapeau en 1843, il le fait avec réticence, enfin, il n'est pas tout à fait d'accord, et c'est la crise qui se passe à Tahiti avec Pritchard, enfin une espèce de conflit franco-britannique autour de Tahiti, qui finalement fait reculer la France sur la Nouvelle-Calédonie en 1843, mais on remet ça pour juste 10 ans, et là on entre en force avec l'État. C'est vrai, c'est l'État qui rentre à ce moment-là, en 1853. Avec Louis Lagarde, vous êtes archéologue, je l'ai dit, un intérêt à porter sur ce qui reste de ces colonies pénitentiaires. L'implantation dans ces années 1850-1860 surtout d'un bagne, c'est quelque chose d'important. On veut accueillir beaucoup de monde. Oui. Pendant longtemps, on n'a aucune espèce d'idée de l'arrêt potentiel du bagne. C'est-à-dire que c'est un énorme appareil, l'AP, hein, l'administration pénitentiaire, qui monte en puissance dans les années 1860, 70, 80. La grande décennie, c'est la décennie 1885-95, on va dire. Et puis en 1897, les conflits s'arrêtent. Les convois, de France s'arrêtent. Mais ça ne veut pas dire que le bagne s'éteint immédiatement, puisqu'il continue à y avoir des gens qui sont condamnés localement, notamment par exemple aux travaux forcés, ou qui sont recondamnés aux travaux forcés. Et puis il y a un patrimoine qui est progressif, qui continue à être entretenu et qui continue à être réparé, amendé, etc. Donc ça laisse au fait aujourd'hui une empreinte en termes de vestiges qui est assez spectaculaire et peu commune dans le Pacifique finalement, hein. Si on regarde Papeete, si vous voulez aujourd'hui, l'agglomération de Papeete, vous avez quelques ruines coloniales ou quelques vieux bâtiments coloniaux qui sont encore là, mais il y en a très peu. Il y a l'hôpital Waiami par exemple. À Nouméa, ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines de bâtiments en maçonnerie qui subsistent encore aujourd'hui. Avec différents types de personnes conduites dans ces bagnes, hein. C'est-à-dire que vous l'avez utilisé, Isabelle Merle, cette expression de ceux qui sont transportés. Alors transporter, ça veut dire qu'au lieu que la peine soit exécutée sur le territoire métropolitain, on décide de les transporter loin. C'est comme ça qu'on doit le comprendre. Le mot transportation a été repris des Anglais, et ça veut dire qu'on est condamné aux travaux forcés dans une colonie pénitentiaire, minimum 5 ans. Moins de 8 ans, vous doublez votre peine en résidence obligatoire. Plus de 8 ans, vous êtes condamné à vie. Ce qui n'était pas le système anglais, hein. Et condamné à vie sans possibilité de retour et sans possibilité de quitter ce territoire. Donc c'était ça l'idée. Donc si vous voulez, il y avait un peu quelque chose d'un peu fou, c'est qu'on allait mettre des jeunes, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes parmi les condamnés, que des hommes,
21 ans, 60 ans ou 18 ans, 60 ans. Je me souviens plus exactement, mais c'était ces eaux-là. Donc pas de 80 ans, pas de 9 ans comme les Britanniques. On est sérieux, nous les Français, parce qu'on vantait notre système, puisque l'Angleterre abandonnait ce système dans le même temps. En 1840, et entre 1840 et 1860, l'Australie cesse la colonie pénitentiaire. Elle ne veut plus être la poubelle de l'Empire britannique, entre guillemets. C'est ça qu'elle dit. Donc nous, on rejouera, on relance, et quand même, notons-le, la France a maintenu un bagne outre-mer en Guyane jusqu'en 1946, retour des derniers condamnés, 1953, je ne parle pas de 1800, quand même, et je voudrais dire, l'empreinte du bagne, il faut y réfléchir dans l'imposition répressive sur une colonisation et sur les impacts au-delà des bagnards, y compris sur les populations kanak, travailleurs importés, ambiance, colons eux-mêmes, colons, concessionnaires pénaux, mais colons libres aussi, parce qu'on vit dans un univers au 19e siècle où on voit passer des gens enchaînés, on a des chantiers sur les routes, je sais pas comment vous dire, il y a vraiment un spectacle du bagne qui pour moi est une marque très importante dans ce pays et a des mots qui continueront dans les années 30. Par exemple, les travailleurs engagés qui sont sommés qui sont asiatiques, entre délais de guerre, beaucoup, mais il y a eu des Vanuatais aussi. Quand ils sont sommés de rester avec leur patron, ils n'ont pas le droit de rompre leur contrat, sinon on les dit évadés. Donc on parle encore comme ça en 1940 de les dire évadés. Donc vous voyez, il faudrait vraiment, et les Kanaks sont soumis à la prison par l'indigénat, non pas qu'il y ait une directe, c'est pas un lien direct, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a quand même une carcéralisation auquel il faudrait réfléchir sur le long terme, une espèce de principe de répression qui s'inscrit dans le bagne. Donc vous me posiez la question des catégories. Le bagne, j'y reviens, c'est d'abord des condamnés de droit commun, les transportés, condamnés aux travaux forcés. C'est une loi, je dirais, conjoncturelle qui vient s'accoler avec les déportés politiques, qui sont de deux ordres, les communards en 1871 et les Mokrani et les élites algériennes révoltées en insurrection de 1871 en Kabylie, qui viennent se coller et qui seront mis de façon majoritaire, pas tous, certains seront à Ducos, mais d'autres seront sur l'île des Pins. Et puis, vous avez cette loi de 1885 sur la relégation que Badinter avait traité de scandale absolu, je sais plus ce qu'il avait dit, une honte, parce que c'est une double peine pour les petits récidivistes qui, à l'issue de leurs multiples peines de prison, au bout d'un certain nombre, sont envoyés au bagne et sont les plus maltraités parmi les maltraités. D'ailleurs, ils devaient être libres dans la colonie et on les met en relégation collective, donc c'est la catégorie la plus maltraitée du bagne au final, avec plus de femmes. Là, il y a des femmes reléguées. On en parle très peu de cela. C'est un monde très particulier, vous le dites bien Isabelle Merle, cette ambiance, c'est difficile pour l'historien de saisir ces ambiances-là, l'air du temps, mais malgré tout ça parle beaucoup et vous l'avez rappelé, condamné à 4 ans de bagne c'est une chose, mais il y a le doublage, on doit rester 4 ans en plus et si on est condamné à 8 ans, là on reste toute sa vie en Nouvelle-Calédonie. Louis Lagarde. Oui, cette carcéralisation dont parlait Isabelle tout à l'heure, c'est vrai qu'on va la retrouver en fait dans l'ensemble dans de très nombreuses communautés en Nouvelle-Calédonie. On a en réalité, on assiste à un territoire dont les communautés sont toutes ou quasiment toutes en réalité astreintes à résidence et déchues d'une manière ou d'une autre de leurs droits civiques ou de leurs droits élémentaires. Les libérés du bagne se retrouvent en réalité non libres, donc on peut être libéré mais pas libre, ce qui est le premier paradoxe du bagne. On est astreint à résidence dans l'arrondissement dans lequel on a été libéré et mis sur concession. Si on est trouvé en dehors de ça sans un justificatif par la gendarmerie, on est condamné pour vagabondage et on retourne de facto en fait au pénitencier. Et lorsque l'indigénat sera mis en place, eh bien les indigènes seront cantonnés dans les réserves, pas seulement les Kanaks, les indigènes
de l'empire colonial que sont les travailleurs tonkinois par exemple, ou même des indigènes d'une autre puissance coloniale de tutelle comme les Javanais par exemple, donc indonésiens aujourd'hui, qui sont à l'époque des sujets des Indes néerlandaises, seront également eux aussi limités dans les professions qu'ils peuvent faire, dans leurs déplacements, dans voilà. Donc en fait on est devant une société qui d'une part est composée de multiples castes et en plus à l'intérieur de ces castes, eh bien chacun en fait est limité dans ses droits et dans ses droits et même ses déplacements. Et ça c'est vraiment la marque de l'histoire calédonienne. Isabelle Merle. Oui, alors je dirais que la Nouvelle-Calédonie est singulière, non pas parce qu'elle est la seule à avoir connu, elle n'est pas la seule à avoir connu l'indigénat, elle n'est pas la seule à avoir connu les contrats avec astreinte sur les corps, comme les contrats de travail indentured labor dans la continuité, les contrats d'engagement, on disait pour la France, avec les Javanais et les tonkinois, comme on disait, les Vietnamiens, mais c'est l'effet cumulatif qui est tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une population blanche déchue et sous contrôle et très long, effectivement. Donc, ce que j'ai étudié, c'est qu'il y a une petite minorité du bagne qui accède aux concessions de terre. Et comme, au début, l'idée, c'était de placer des libérés, mais comme on n'arrivait pas à les contrôler, alors on a préféré les mettre en cours de peine, parce qu'au moins l'administration pénitentiaire était plus puissante sur des condamnés en cours de peine. Donc on a une espèce de population qui est là posé sur des concessions de terre, quand la chance sourit au condamné qui s'est planté déjà, il est vaguement agriculteur, et que sa femme et ses grands-enfants arrivent, là peut y avoir des histoires assez heureuses, voire on transforme le patrimoine du bagne en patrimoine foncier et en patrimoine acquis, donc ça arrive, mais vous avez aussi toute la misère des concessionnaires qui ne s'en sortent pas tout seuls, sur leurs 4 hectares en 4 hectares, avec leurs mouchoirs pour pleurer, quoi, on va dire, et leur fourche et leur pelle, et ça marche assez mal. Et puis, vous avez l'immense majorité des bagnards qui sortent sans rien, mais qui sont, effectivement, c'est caricatural, c'est à eux qu'on va demander des papiers, parce qu'on ne veut pas qu'ils vagabondent, mais ils vagabondent. C'est-à-dire que tout le 19e siècle, c'est de leur courir après, dans une impuissance quand même, puisque les règlements sont remis, ça prouve qu'ils marchent pas très bien, et qui doit quitter Nouméa, enfin, doit sortir de Nouméa, et fait des coups de mine, cherche à se faire recruter par les colons. Vous avez des histoires étonnantes de libérés qui servent qui quand ils sont ils savent écrire et lire, deviennent les instituteurs des enfants de colons trop isolés dans la chaîne. Vous avez toutes sortes de choses. Ils vendent de l'alcool dans les tribus. On pense que ils ont eu beaucoup d'enfants aussi dans les tribus, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des enfants que les Kanaks récupéraient dans leur clan, hein. Il n'y avait pas de souci, mais bon, les papas circulent, on va dire, et puis ils disparaissent, enfin, etc. Et qui n'ont pas laissé de traces dans un pays où pour toutes les communautés, c'est la terre qui donne le nom. Et c'est vrai aussi pour les colons. L'ancêtre qui a tout créé, donne son nom à la terre. Donc les libérés, quand j'ai fait mon travail de thèse, en fait, c'était comme une redécouverte de j'en reparlais à des vieux qui me disaient, ah, mais oui, je me souviens, je voyais arriver ces gars avec leur touk, chez mon père, qui cherchait un petit travail. Vous voyez, les gens avaient oublié, cette population nomade contre son gré. Et je poursuis, c'est juste, effectivement, c'est ce cumul des contraintes sur une majorité, sauf les colons libres, hein, qui sont effectivement en dehors de ce système, qui sont vraiment placés en dehors, en citoyens libres. Et puis, les enfants de condamnés vont petit à petit regagner. D'abord, ils naissent libres, hein, quand même si ils sont stigmatisés symboliquement, hein, comme fils de chapeau de paille, mais ils naissent libres en droit, et ils regagneront une position dans leur monde européen. Mais ça marque l'ensemble de la société comme une cumulative, une stratégie coloniale répressive cumulative d'ultra-contrôle de la population. Et on le disait, difficile de saisir l'ambiance d'une société, l'air du temps, mais la complexité de ce monde est présente avec ces différentes communautés. Pour tenter d'illustrer la chose, je vous propose un petit tour en Nouvelle-Calédonie. On est un peu plus tard, on est en 1948, l'ambiance est là. Après 17 jours de mer sans escale, nous sommes en vue de la Nouvelle-Calédonie. Il est toujours curieux de débarquer en pays inconnu.
Nous sommes pétris, quant à nous, d'impressions indo-chinoises. De suite, nous sommes surpris par l'extraordinaire douceur du climat, un climat qui ressemble étrangement à celui de la Côte d'Azur ou de la côte algérienne au mois de mai. Nouméa se compare à une grosse bourgade de province, mais l'Européen fraîchement débarqué s'étonne qu'elle soit construite en planches et en tôle ondulée. Cela lui donne une allure Far West que renforce la présence de nombreux bars où, accoudés à la planche du comptoir, on boit du whisky ou du gin. La Nouvelle-Calédonie est ce qu'on appelait, dans la terminologie de l'ex-Empire français, une colonie de peuplement, par opposition aux colonies d'exploitation. En effet, ainsi que je l'ai précisé, le climat permet aux Blancs de travailler dans des conditions identiques à celles des Méditerranéens, contrairement à la plupart de nos autres territoires d'outre-mer. Aussi, de tous les pays de l'Union française, trouve-t-on ici la plus grosse proportion de Blancs par rapport aux originaires. Ils sont 20 000, qui vivent au milieu de 30 000 Noirs et de 12 000 Jaunes. Les Noirs, qui sont des Papous, ou, si vous préférez, des Kanaks, cela fait plus couleur locale, ont dû pousser ici. Un de leurs sorciers prouverait sans doute qu'ils sont nés d'un des volcans sous-marins qui ont fait sortir l'île des abîmes. On peut seulement dire à leur sujet qu'il y a moins de 100 ans, ils ont mangé un nombre assez appréciable de missionnaires, dont ils goûtaient sans doute la chair, de préférence à celle du Christ qui leur était offerte, et seulement après 1878, on pu leur faire comprendre qu'un plat d'igname ou de patates douces arrosé de lait de noix de coco n'était pas aussi mauvais qu'ils pouvaient le penser. J'ajoute qu'ils sont allés encore plus loin, puisque le bataillon du Pacifique, qui était composé pour une bonne partie de Kanaks de la Nouvelle-Calédonie, a été une des plus belles unités dans la guerre de la France libre, des forces françaises libres. Ça, c'est exact. Ah oui, c'est exact. Ça rappelle aussi, nécessaire de rappeler cette participation au combat de la France libre. Ce qu'on vient d'entendre ici, c'est un voyage de Pierre Ichac, le journaliste, qui discute avec Arthur Vell, correspondant de guerre. Nous sommes en 1948. Louis Lagarde, cette société coloniale complexe de la Nouvelle-Calédonie, et moi je reprends les termes d'Isabelle Merle, en fait on sent que on a une immense prison où les bagnards sont là, les anciens bagnards se mêlent aux populations. Comment se passent les relations entre ces différentes communautés ? Les relations sont extrêmement difficiles. J'irai même plus loin dans le constat que fait Isabelle Merle tout à l'heure, quand elle dit que les seuls qui ont le droit de libre circulation sont les colons libres. C'est vrai, auquel il faut rajouter un appareil administratif et un appareil militaire et de gendarmerie considérable, composé exclusivement de fonctionnaires métropolitains qui sont là de passage. Donc en réalité, les seuls qui ceux qui ont dans leur très grande majorité le droit de libre circulation partout, eh bien ce sont les délégués de l'État qui sont là pendant quelques années seulement. Les relations sont extrêmement difficiles et ont été encore extrêmement difficiles. Vous savez, moi je suis descendant de condamnés moi-même. Mon père est descendant de colons libres et ma mère est descendante de condamnés au bagne. Ces mariages entre descendants de colons libres et de colons condamnés au bagne, les premiers massivement à avoir été célébrés, c'est ceux de ma génération, c'est-à-dire de la fin des années 70, 1970 et au début des années 80. C'est à ce moment-là qu'il a été considéré comme normal, comme acceptable, si vous voulez, de se mêler entre descendants du cloaque du bagne et descendants d'une colonisation libre qui pourtant était rarement quand même une colonisation de grande de grande extraction. C'était surtout un espèce de petit colonnat relativement modeste, même s'il y a quelques familles plus fortunées. Louis Lagarde, cela signifie que aujourd'hui encore, sans doute, c'était évidemment le cas par le passé, il était possible de savoir, pas la généalogie de chacun de chacune, mais d'identifier des groupes de population assez facilement. Il y avait une transmission de la mémoire là. Ah, mais de toute façon, vous savez, les colons calédoniens et les Calédoniens, de toute façon, ont pris au monde kanak cette norme qui est celle d'énoncer qui on est et d'où on vient. Et à travers le prisme géographique de votre origine, vous venez d'une commune de brousse comme Pointe-Bout, d'une commune de brousse comme La Foix, d'une commune de brousse comme Bourail, comme Farino, eh bien, nécessairement, vous avez 99% de chances de venir du bagne. Et ensuite, le nom que vous donnez, le nom que vous portez, tout le monde sait que c'est un nom qui est issu du monde de la transportation, ou à l'inverse, vous venez de Nouméa, ou vous venez de Yingen, vous venez de Canala, vous venez de Wailou, et vous avez un autre nom, et là, votre nom n'est pas souillé par la tache du bagne. Et tout le monde le sait, exactement comme un nom kanak dont on sait qu'il est originaire de telle région, de telle tribu, parfois, et parfois même, on connaît le clan et son rôle lorsque les gens énoncent qui ils sont.
Et donc il a fallu attendre tard, enfin vous l'avez bien dit, les années 1970 pour que ces colons issus du bagne et les colons libres puissent se regarder différemment et imaginer des alliances pour les autres communautés. Parce que on l'a dit, il y a plein de communautés et notamment les Kabyles. 1871, les révoltes kabyles en Algérie avec énormément de déportations. Les Kabyles sont toujours présents, enfin les descendants, en Nouvelle-Calédonie. Là aussi, il y a une communauté très identifiée. Oui, il y a une communauté identifiée, mais attention, il y a à la fois les descendants de 250 environ déportés politiques liés à l'insurrection de la Grande Kabylie, mais il y a aussi 1700 condamnés algériens aux travaux forcés par les tribunaux d'Oran, de Constantine, d'Alger, etc. Donc tout ça correspond environ à 2000 condamnés algériens qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie, certains en exil, certains aux travaux forcés, c'est-à-dire rasés, tondus et habitant et faisant les corvées et habitant à l'île Nou. Alors il se trouve que une fois ces gens-là amnistiés ou libérés, etc., ils ont fait en fait, j'allais dire village commun finalement. Souvent, ils sont retrouvés dans un lieu juste au sud de Bourail aujourd'hui, à 200 km de Nouméa, qui s'appelle Nessadiou. Et la communauté qui en est issue est encore aujourd'hui très forte. Elle a des liens encore aujourd'hui avec l'Algérie et les entretiens. Les Kabyles, nous avons évoqué les communards, en tout cas ceux et celles qui ont été membres de la commune insurrectionnelle de Paris, on pourrait dire les anarchistes, il ne faudrait pas les oublier aussi, qui ont été déportés. Autant de destins à raconter. Il m'en souvient, c'était un vendredi. Il était environ 1h après-midi. On avait fait l'appel nominatif des bagnes, et les forçats pensifs gravissaient les montagnes, mornes, désespérés, sous un ciel gris et noir, comme un troupeau de bœufs qu'on livre à l'abattoir. Un seul, atteint de fièvre, ainsi que de bronchite, couché sur un grabat, attendait la visite. Survint un chef de camp, le revolver en main. « Le docteur, lui dit-il, ne viendra que demain. Gravis donc ton calvaire et va courber l'échine, car il faut du travail sans arrêt à la mine. Monsieur, je n'en puis plus. Mes forces sont à bout, et n'y puis résister, ne tenant plus debout. Malgré ma volonté, mes efforts, mon courage, je ne puis à regret continuer l'ouvrage. Un malheureux, hélas, la vie est bien en jeu. Le sbire, lâche et vil, sans hésiter, fit feu. Le condamné tomba, s'écriant « Mère, mère !» Et je vis le zénith en pâlir de colère. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Un poème de Marius Julien, lu par Oriane Delacroix. Marius Julien, forçat, condamné au bagne. Louis Lagarde, vous avez publié l'intégralité de ces poèmes. Des vies très dures, on voit bien dans une société, il y a des destins plus ou moins chahutés. Pour le cas de la Nouvelle-Calédonie, énormément de destins difficiles. Oui, énormément de destins difficiles. J'entendais le passage que vous avez diffusé tout à l'heure, où on considère seulement la Nouvelle-Calédonie comme une colonie de peuplement et non pas comme une colonie d'exploitation. Or, en réalité, c'est vrai que ce sont deux modèles de colonisation qu'on oppose, mais en réalité, c'est une des rares colonies qui possède cette espèce de double statut, c'est-à-dire qu'en plus d'une colonie de peuplement, ça va être une colonie d'exploitation par le fait à la fois des essais de culture agricole comme le café ou le sucre, mais surtout avec les mines. Et les mines vont être une espèce de formidable broyeuse d'hommes, avec donc le poème de Marius Julien que vous venez de lire, mais également des engagés hébridais sur les mines, on les oublie trop souvent, ils sont les premiers, des engagés asiatiques, dont d'ailleurs des forçats de Poulo Condor qu'on va envoyer en Nouvelle-Calédonie, sur le convoi du Chéribon, le premier convoi de travailleurs vietnamiens.
Ensuite, des Japonais qui vont travailler sur les mines, des Javanais qui vont travailler également. Enfin, on est dans une société qui est aussi broyée par le travail, et donc avec des destins qui sont des destins vraiment très très durs. Ça c'est certain. Isabelle. Une histoire extrêmement douloureuse. Ah oui, histoire douloureuse, on le sent bien, histoire faite de tensions, et ça explique aussi cette longue histoire de la Nouvelle-Calédonie. Isabelle Merle, vous êtes l'autrice d'Expérience coloniale, la Nouvelle-Calédonie 1853-1920, publiée chez Anacarsis, et vous avez travaillé sur l'indigénat. Qu'est-ce que l'indigénat ? Alors, c'est le régime de l'indigénat, c'est un pilier de l'Empire français. Ça dépasse largement la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est un régime répressif exorbitant de droit commun, comme la République, contrairement à certains qui parlent au Parlement aujourd'hui, ont oublié, mais la République a largement composé avec ses logiques démocratiques et ses principes aux colonies, en aménageant un régime spécifique de justice pénale exclusivement réservé aux dits indigènes sujets d'empire et à ceux qui étaient assimilés. Donc partiellement appliqué aux assimilés. Donc dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, c'est les Kanaks qui subissent de plein fouet l'indigénat à partir de 1887 jusqu'à 1946. Et je signale qu'aujourd'hui, dans l'histoire des territoires d'outre-mer encore sous souveraineté française aujourd'hui, il est le seul territoire à avoir connu l'indigénat pour des raisons spécifiques des anciennes colonies et de Tahiti. Voilà, on peut dire de Tahiti. C'est un peu compliqué l'histoire de Tahiti, mais en vrai, l'indigénat n'a pas été véritablement appliqué, tandis que la Calédonie participe pleinement, et après l'Algérie, la Cochinchine, c'est la Calédonie et le Dahomey, sans aucune réforme. Les assimilés, c'est justement ces travailleurs sous contrat qui partiellement sont soumis aux règles de restriction de circulation qui participent de l'indigénat. Si vous voulez, il y a un double, ils sont soumis à des contraintes dans le cadre de leur contrat, et on leur applique aussi ces règles d'interdiction de circulation. Ça fait une situation très particulière parce que cet indigénat va être de deux ordres. La règle commune dans tout l'Empire, c'est que les gouverneurs des colonies ont des pouvoirs exceptionnels envers les indigènes, et donc c'est l'internement administratif, le séquestre des biens, les amendes collectives. Je signale que c'est une justice administrative, séquestre des biens et amendes collectives, c'est des mesures de guerre sur les vaincus, donc c'est des règles exorbitantes de droit commun qui ne sont pas appliquées telles que en France métropolitaine. Ça ne veut pas dire qu'au XIXe siècle, il y a des choses restreintes, mais ces trois termes c'est pour ça qu'au Parlement en 1888, à propos de l'Algérie, c'est dénoncé comme un régime monstrueux. Si vous voulez, le terme est dit au Parlement parce que juridiquement, il est dérogatoire pleinement de nos principes constitutionnels acquis sous la Révolution. Donc, le gouverneur a ses pouvoirs, et il y a une justice de proximité avec des listes d'infractions spéciales qui sont spécifiques à chaque colonie, adaptées, si vous voulez, où on applique 100 francs d'amende maximum et 15 jours de prison maximum, mais cumulables. Et en Nouvelle-Calédonie, ce sont les gendarmes avec l'appui des chefs. Donc, si vous voulez, on va donner aux chefs des pouvoirs de police qu'ils n'avaient pas anciennement. On n'est pas du tout dans ce monde-là pour les Kanaks. Mais là, on leur confie des pouvoirs de police dans une nouvelle organisation des chefferies, 10 grands chefs, petits chefs. Donc tout ça est concomitant et encadre fermement la société kanak dans un nouvel ordre colonial dans lequel l'indigénat va être un pilier répressif tout le long de la période. Et je vous le dis, c'est très important, c'est que ça s'appuie sur une répartition spatiale tout à fait singulière, puisqu'on a créé des réserves, on est allé jusqu'à la réserve indigène en Nouvelle-Calédonie, dans le cantonnement qu'on avait déjà lancé en Algérie, ça a dérivé en Algérie sur autre chose, mais en Nouvelle-Calédonie, c'est tout à fait singulier dans l'Empire français, normalement condamné au titre de l'horrible modèle américain sur les Indiens, mais on a appliqué les réserves indigènes, donc que le régime de l'indigénat a contribué à clore, d'où les ségrégations entre communautés. Et je voudrais signaler, je conclurai là-dessus, le propos que vous nous avez donné de 1948 témoigne
et vous l'entendez aujourd'hui, de l'extrême racisme dont les Kanaks ont été victimes, de l'ensemble du racisme de l'époque, mais disons que les Kanaks, avec d'autres, ont été particulièrement ciblés par le racisme colonial. Merci vivement à tous les deux de nous avoir dressé ce portrait, ce panorama de l'histoire coloniale de la Nouvelle-Calédonie. Histoire complexe et différentes communautés, ce racisme omniprésent aussi, utile à la réflexion en regardant vers le passé pour comprendre la situation d'aujourd'hui. Merci beaucoup Isabelle Merle, et je rappelle Expérience coloniale, la Nouvelle-Calédonie 1853-1920. Et merci à vous aussi Louis Lagarde, Le patrimoine de la Nouvelle-Calédonie, que vous avez édité aux éditions Hervé Chopin. Isabelle Merle, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Louis Lagarde, je vous souhaite une bonne soirée, vous êtes en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. Merci à vous, il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Comment les Romains traitaient-ils leurs otages ? Depuis la Convention de Genève, adoptée en 1949, le recours aux otages est formellement interdit par les lois de la guerre. Mais dans l'Antiquité, c'était une démarche courante. La principale différence avec aujourd'hui, c'est qu'on ne pratiquait pas la prise d'otages, mais la remise d'otages. En affirmant que les otages leur revenaient de droit, les Romains faisaient étalage de leur puissance et de la grandeur de leur empire. Ils disposaient d'un moyen de chantage, car ils menaçaient d'exécuter ces otages si le peuple vaincu, dont ils étaient issus, reprenait les armes contre son nouveau maître. Rome exigeait des otages dans la force de l'âge. Ils avaient généralement entre 14 et 30 ans, issus des familles ennemies les plus puissantes. En privant ainsi les peuples vaincus de leur caste dirigeante, les Romains espéraient les réduire à l'impuissance. L'un des exemples les plus connus de cette stratégie figure dans la guerre des Gaules, le récit où Jules César raconte ses exploits. Désireux de mener l'offensive en Bretagne sans avoir à craindre, en son absence, un quelconque soulèvement, il décida d'emmener avec lui un grand nombre de chefs issus des nations gauloises qu'il avait vaincues et ne laissa en Gaule que ceux dont il était sûr. La remise d'otages était parfois pratiquée volontairement par ceux qui craignaient les armées romaines et qui voulaient éviter une guerre qu'ils étaient sûrs de perdre. César raconte dans un autre passage de la guerre des Gaules que ses victoires contre les tribus gauloises lui assurèrent une immense renommée, à tel point que les nations habitant au-delà du Rhin lui promirent spontanément obéissance en lui livrant des otages. Outre la qualité des otages, la question de leur nombre était également prise en compte. C'est encore Jules César qui se montra le plus exigeant à ce niveau. Après la défaite des Trévires, un peuple celte qui vivait dans l'est de la Gaule, César demanda la livraison de 200 otages. Après avoir vaincu les Bellovaques, une autre tribu gauloise, il exigea que ces derniers lui remettent 600 otages. Étant donné que ces derniers étaient utilisés comme une garantie des engagements pris ou reçus, il fallait les ménager en assurant leur subsistance. Néanmoins, à l'époque romaine, ni l'État ni les villes ne les prenaient en charge. Comme la plupart d'entre eux étaient issus de milieux aisés, c'est leurs parents qui devaient leur fournir ce dont ils avaient besoin. Malgré l'importance que Rome accordait à la remise d'otages, il semble que ce moyen de pression ne fut pas très efficace. Lorsqu'une tribu trahissait ses engagements, les Romains n'exécutaient que rarement leurs otages, sans doute parce qu'ils trouvaient immoral qu'on fasse payer des innocents. Ce genre de scrupule rendait inefficace le recours aux otages comme moyen de pression. Mais les Romains réalisèrent que cette pratique pouvait avoir une autre utilité. En prenant en otage des membres issus de l'aristocratie des peuples vaincus, ils pouvaient espérer que ces derniers, en vivant au milieu d'eux, feraient l'apprentissage direct de leurs mœurs et de leur culture. Une fois libérés, ils deviendraient alors des propagandistes zélés de leur civilisation. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, préparée par Camille Maty et aujourd'hui à la technique Florent Bujon. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Mathieu Copal, Jeanne Delecroix, Toscane Judès, Jeanne Copet et Maïwen Guizou. Une émission à écouter
à podcaster comme toutes les précédentes sur notre site internet franceculture.fr et sur l'appli Radio France.